En politique, parfois, un seul mot peut faire l'effet d'une caresse ou d'un véritable coup de poing. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une phrase qui a vraiment fait l'effet d'une bombe, une expression qui a été pensée non pas pour le dialogue, mais clairement pour le combat. Niaktou national, voilà. Dit comme ça, ces deux mots ne veulent peut-être rien dire. C'est quoi? Un néologisme? Une erreur de frappe? Non, en politique, rien n'est jamais laissé au hasard. Cette expression, c'est une arme, et on va la décortiquer ensemble. Alors, la question est simple. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et surtout, pourquoi l'utiliser à ce moment-là? Allez, on plonge dans les coulisses de cette manœuvre politique pour tout comprendre. Pour y voir clair, il faut remonter un peu le fil. Cette phrase, elle ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas du tout une attaque spontanée, c'est une riposte, une réaction bien calculée à une déclaration faite par un autre poids lourd de la politique. Et ce face-à-face, il oppose deux personnalités bien connues. D'un côté, on a Ousmane Sonko, qui lance une déclaration, et de l'autre, en réaction directe, Bougane Gueye Dany, qui lui renvoie cette étiquette, disons-le, plutôt cinglante. Voilà, le décor est planté. Bon, maintenant qu'on a le contexte, entrons dans le vif du sujet. Décortiquons l'expression elle-même. Que cache vraiment ce Niaktou national? C'est là que se trouve la clé de toute la stratégie. Et là, il y a un point qui est absolument essentiel. L'expression Niaktou national n'existait pas avant. Ce n'est pas un concept politique connu, rien de tout ça. C'est une étiquette qui a été inventée, créée sur mesure pour coller à la déclaration de Sonko et en quelque sorte la redéfinir aux yeux de tout le monde. C'est une technique classique. En politique, nommer quelque chose, c'est déjà commencer à le contrôler. Mais la stratégie ne s'arrête pas là, bien sûr. Une simple étiquette, ça ne suffit pas toujours. Pour lui donner encore plus de poids, on y a ajouté un autre ingrédient, le facteur temps. Cette fameuse étiquette est donc maintenant associée à une date bien précise, le 8 novembre. Et là, on change complètement de dimension. Ce n'est plus juste une critique, c'est un véritable compte à rebours. Ça transforme une pique politique en un rendez-vous, presque un ultimatum, et ça crée un sentiment d'urgence, un vrai appel à la mobilisation. Alors, récapitulons. On a une étiquette, on a une date. Il manque un troisième élément qui est essentiel dans toute rhétorique de combat, il faut un ennemi. La prochaine étape, c'est donc logiquement la division. 1%. Ce chiffre, il n'est évidemment pas choisi au hasard. Il est simple, il est percutant et tout le monde le connaît, notamment depuis le mouvement Occupy Wall Street. En l'utilisant, on désigne immédiatement un adversaire, une petite élite qui serait coupée du reste de la population. Et les mots utilisés sont, il faut le dire, d'une violence assez frappante. L'objectif qui est affiché, c'est de dégager de la vie les deux 1%. On ne parle plus ici de débat ni de compromis, on est dans un registre d'éradication, au moins symbolique. La stratégie devient alors limpide. En désignant un ennemi très clair, les 1%, le discours cherche à construire par opposition une grande majorité unie, le reste de la nation, le peuple. C'est une technique de base de la rhétorique populiste, créer un nous puissant face à un eux bien défini. Mais bon, diviser pour diviser, ça ne suffit pas. Pour que la mobilisation prenne, il faut un objectif concret. La dernière étape de cette réaction politique, c'est donc de formuler des revendications très claires. Et là, deux revendications principales se détachent. La première, d'ordre économique et social, contre les fameux 1%. Et la seconde, qui est purement politique, concerne le sort des détenus politiques. Et ce n'est pas du tout un hasard si ces deux points sont liés. La question qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt de mélanger ces deux revendications? Pourquoi lier une sorte de lutte des classes avec une question de droit politique? Eh bien, la réponse, elle est purement stratégique. En fusionnant ces deux combats, on élargit potentiellement la base de soutien. On transforme deux causes qui pourraient être distinctes en une seule et même grande lutte pour la justice. Donc, pour résumer, la stratégie se déroule en 3 temps. D'abord, on étiquette pour définir son adversaire et imposer son propre cadre de lecture. Ensuite, on divise pour créer un nous contre eux et rassembler son camp. Et enfin, on revendique pour donner un but, un objectif commun. C'est une mécanique politique qui est, somme toute, parfaitement huilée. Le tableau final est donc assez clair. Chaque pièce de ce puzzle, que ce soit le choix des mots, la date, la cible ou les revendications, tout pointe dans la même direction, celle de la confrontation, certainement pas celle de la conversation ou du dialogue. Au-delà de cet exemple précis, ça soulève une question beaucoup plus large. Quand le débat politique se transforme en une succession de batailles d'étiquettes, qu'est-ce qu'on perd en chemin? La nuance? C'est sûr. Le respect? Probablement. Et peut-être, tout simplement, un peu de notre capacité à nous écouter et à nous comprendre. La question en tout cas reste ouverte.